Discours de Salerne par Georges Clemenceau. Mes chers concitoyens, après une longue épreuve, je me présente devant vous. C'est le sort des hommes politiques. Je parle des hommes de combat, d'être exposés à toutes les surprises, à tous les attentats. Autrefois, on les assassinait. C'était l'âge d'or. Aujourd'hui, contre eux, l'entreprise réputée infâme paraît légitime. Contre eux, le mensonge est vrai, la calomnie, louange, la trahison, loyauté. Dans une démocratie où tous les appétits, tous les intérêts, toutes les passions sont publiquement aux prises, quoi de plus tentant que de profiter sans scrupule de tous les incidents pour chercher à troubler l'opinion par les attaques personnelles les plus violentes. Et tous ceux qu'on aura pu redouter un jour seront exposés à subir ce qu'on aura accumulé de sentiments inavouables, les appétits inassouvis, les intérêts menacés, les espérances trompées, les ambitions déçues. J'ai lu que c'était un honneur d'être le point de mire de telle attaque, un honneur redoutable qu'on ne peut affronter que cuirassé de toute haute indifférence, capable d'endurer tout sans défaillir et toujours face à l'ennemi, jusqu'à ce que la fortune se lasse et fasse honte aux hommes. Attaqué de tous les côtés à la fois, insulté, vilipendé, lâché, renié sous les accusations les plus infamantes, je n'ai pas faibli. Et me voici debout devant vous pour qui j'ai subi ces outrages, prêt à vous rendre des comptes. Je ne vous ai jusqu'ici jamais parlé de moi, après plus de 6 mois d'attaques quotidiennes, qui me sont permis pour cette fois de me mettre en cause. Depuis plus de 30 ans, je suis un républicain de bataille. En 1862, étudiant, j'étais en prison pour la République. Depuis lors, fidèle à mon parti, je suis resté dans la mêlée sans repos, sans trêve, m'efforçant de régler l'ardeur des uns, pressant, encourageant les autres, toujours montrant l'ennemi et criant en avant. Maire de Paris pendant le siège, député à Bordeaux et à Versailles, président du conseil municipal de Paris, de nouveau député depuis 1876, j'ai suivant mes moyens servi publiquement la cause du peuple contre les monarchistes, les cléricaux, les réactionnaires de tout nom et de tout déguisement. Au grand jour, sous les yeux du pays, bien ou mal, heureux ou malheureux, j'ai combattu. Sans doute pour le triomphe de nos idées communes, fort de l'assentiment de mes commettants, vigoureusement secondé par mes amis, j'ai dû livrer plus d'un combat à des républicains qui étaient les plus nombreux, les plus forts, et j'en puis témoigner, très ardents contre nous. Le parti républicain peut-il se soustraire à ce qui est la vie même de l'humanité, la lutte en l'esprit de stabilité, de conservation et l'esprit d'évolution, de réforme, de progrès? Notre parti commun pour la réformation politique et sociale, nous avons donc obstinément bataillé, tous solidaires, vous mes commettants, moi votre mandataire. Mais ce que j'ai le droit de dire aujourd'hui sans craindre un démenti, c'est que, étranger à la politique d'insulte et de haine, j'ai combattu les idées, non les personnes. C'est que, en lutte avec des républicains, j'ai toujours respecté mon parti. C'est que, au plus fort de la bataille, ne perdant jamais de vue le but commun, j'ai toujours conclu par un appel à la solidarité commune contre l'ennemi commun. C'est qu'enfin attaqué, injurié, calomnié par certains républicains, et pouvant parfois user de mortelles représailles, je ne l'ai pas fait. J'aurai l'orgueil d'ajouter que je n'ai rien demandé à mon parti. Il m'est arrivé de solliciter des places pour beaucoup de gens, jamais pour les miens qui sont étrangers aux fonctions publiques. Hélas, j'aurais beau jeu si je voulais parler de républicains, ou prétendus tels, les uns discrètement et bassement perfides, les autres scandaleusement violents contre moi, qui pour eux-mêmes et pour les leurs ont largement, immodérément profité de la République. Un intérêt personnel ou simplement l'avancement d'un sous-préfet ou d'un employé des finances n'a-t-il jamais faussé le scrutin dans les chambres? Passons, cela est de tous les partis, de tous les temps, de tous les pays. Il est vrai, j'ai renversé des ministères, des personnages plus ou moins désintéressés, me le reprochent souvent. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les modérés ont à travers tout, sous des noms divers maintenu les mêmes hommes et la même politique d'atermoiement.
Ce qu'on ne dit pas, c'est que rencontrant un cabinet radical, les modérés ne se sont pas fait faute de s'unir à la droite pour le renverser. Ainsi se retourne contre eux un de leurs principaux griefs contre nous. Ces rencontres de partis opposés sont toute l'histoire du régime parlementaire. Et puis, ce n'est pas nous, apparemment, qui avons fait et soutenu le cabinet Rouvier adjuvante Mako. Et puis, ce n'est pas nous qui nous proposons de gouverner dans la chambre prochaine avec des monarchistes déguisés en républicains. Par une contradiction grossière, on me reproche à la fois d'avoir été opposant systématique et gouvernement occulte. L'une des accusations détruit manifestement l'autre. Toujours en minorité, je n'ai jamais refusé le pouvoir parce que l'on me l'avait offert, sauf quand il était inacceptable au moment où M. Grévy allait quitter l'Élysée. C'est à ce moment que M. Déroulède me pressa si fort d'accepter la présidence du Conseil. Cette vertu d'un rigorisme intransigeant tenait pour M. Wilson à l'Élysée. Un homme d'esprit qui se trouvait là dit même à ce propos un mot d'un cynisme gai qui jeta un éclat de rire dans les misères de cette nuit, car toute une nuit durant, je dus subir les objurgations incohérentes et les prud'homesques rodomontades de M. Déroulède. Le plan était simple. Boulanger, ministre de la guerre, j'étais mis en minorité à la chambre Déroulède, lancer la Ligue des Patriotes contre le Palais Bourbon, et l'armée restait dans ses casernes. Que dites-vous de ce grand patriote qui enrôle ses concitoyens sous le drapeau sacré du patriotisme et qui, disposant de Français pour la défense de la patrie, ne craint pas, dans la situation de notre pays, de les lancer sans leur consentement dans une entreprise de guerre civile. Ma résistance mit fin à ces criminelles espérances. M. Déroulède s'en est souvenu. Que les modérés de leur côté ne m'aient pas tenu compte de cette attitude, il n'y a pas lieu s'en étonner pour qui les connaît. Ils ont cru plus habile de me reprocher d'avoir fait Boulanger, sachant bien que si j'avais concouru à le porter au ministère, j'avais tout fait pour qu'il se maintienne dans son rôle de soldat républicain et résista aux tentations de tout ordre qui l'ont perdu. Ce sont les mêmes hommes qui m'ont accusé d'avoir, par mon ardeur inconsidérée à servir la cause radicale, porté préjudice au Parti républicain lui-même. Méconnaissais-je donc l'intérêt général du Parti républicain? Et pouvait-on m'accuser de le subordonner à celui de mon groupe quant au second tour des élections de 1885? J'obtenais de mes amis de Bordeaux, non sans résistance, qu'ils se retirassent devant la liste de M. Raynal, quand je me faisais vertement reprendre par M. Bepmal de Saint-Gaudens pour lui avoir demandé de se retirer au second scrutin, devant M. Crupi, opportuniste, quand je résistais aux supplications éplorées de Judet, qui me demandait mon appui pour combattre le candidat républicain en Corse, avec la complicité des bonapartistes. Étais-je donc oublieux des sacrifices que commandait l'intérêt de la République? Lorsque Versailles abandonnait les candidatures de M. Brisson, Floquet et Freycinet pour concourir à l'élection de M. Carnot, ne me montrerais-je pas préoccupé de l'intérêt suprême qui doit dominer tout, quand les fusils chargés j'intervenais à Carmaux, assez heureux grâce à la sagesse des ouvriers, pour assurer à la fois la paix civile et le triomphe du droit? Ces accusations seraient ineptes si elles n'étaient surtout méprisables, car c'est méprisant pour avoir froissé, sacrifié trop d'intérêts personnels au profit de l'intérêt général. Dans toute cette longue route, à travers tant d'incidents divers que j'ai récoltés chemin faisant, un bouquet de sentiments fort éloignés de la bienveillance. J'ai fondé un journal pour servir la politique de réforme. Notre plateforme, c'était la République par l'application de ce qui a constitué notre parti. Le vieux programme républicain, développer l'action du suffrage universel, accroître son efficacité, par la plus large diffusion d'instructions à tous les degrés, mieux répartir les charges publiques, débarrasser l'individu des vieilles entraves monarchiques qui l'enserrent. Vis-à-vis de l'Église, la liberté de conscience, la sécularisation de l'État. Dans le domaine économique et social, rechercher le principe par où se résume tout le programme républicain, la justice. Enfin, pour refaire la France vaincue,
ne pas gaspiller son sang et son or dans des expéditions sans profit. Voilà ce qu'on a osé appeler une politique antipatriotique. Qu'on ouvre le journal depuis 15 ans, on n'y trouvera pas autre chose. Pour l'œuvre commune, j'ai fait appel à des hommes qui depuis se sont distingués au premier rang. Peut-être estimera-t-on quelques jours que la justice a utilement essaimé dans le parti républicain. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais reculé dans la bataille contre les privilèges de tout ordre. Et depuis sa première victoire, l'amnistie de la commune, elle est toujours restée fidèle à la cause des déshérités. Seulement un jour qui se consacre à défendre un corps de doctrine n'est pas en faveur aujourd'hui auprès d'un public qui veut avant tout des informations rapides et relever des pistes. Donc la justice fut une mauvaise affaire. Comme ce n'était pas une affaire à travers tout, je continuais. Il faut apparemment de l'argent pour faire un journal. Nous a-t-on reproché d'avoir jamais subi la servitude de l'argent? Qui a été plus ardent que nous contre les monopoles et les privilèges de la haute banque? Qui s'est montré plus résolu en toute occasion contre la féodalité financière quand se discutaient les fameuses conventions de M. Raynal? Combien de journaux nous suiviez contre les grandes compagnies de chemin de fer? Nous a-t-on reproché de nous être vendus? A-t-on produit contre nous une seule accusation précise? Jamais. Et pourtant, ni le désir de le faire, ni les moyens de recherche m'ont manqué. Non, la calomnie n'a garde de préciser. On se contente de hausser les épaules en disant mystérieusement ces simples mots. Cornelius Herz. Ou bien encore le loyal et scrupuleux Déroulède me crie « Commandité de Cornelius Herz. Aujourd'hui, que les accusateurs sont devenus des accusés, que leur déloyauté, leur mauvaise foi a éclaté au grand jour, je pourrais passer outre, mais je m'en garderai bien. À dire la vérité, je ne sais pas exactement ce qu'on m'en veut. J'ai eu pour actionnaires des hommes politiques, des amis personnels et des personnes qui ont pu compter sur un succès d'argent. C'est l'histoire de tous les journaux. M. Cornelius Herz a été actionnaire de la justice de 1883 à 1885. Cela résulte d'une note publiée dans la justice du décembre 1886 qui n'a pas été et ne pouvait pas être contredite. Cette note n'a pas été publiée apparemment vu de la campagne qui devait se faire 8 ans plus tard. Elle dit « M. Herz n'est pas commanditaire de la justice. Il a été actionnaire du 26 février 1883 au 15 avril 1885. M. Clémenceau lui a cédé le 26 février 1883 la moitié de ses actions libérées en paiement des sommes versées par lui du 31 mars 1881 au 16 juin 1883. Le 15 avril 1885, M. Clémenceau a racheté les actions de M. Herz. M. Clémenceau n'a jamais recommandé M. Herz à aucun ministre, ni à personne pour aucune affaire, ni pour aucune faveur. Enfin, dans l'affaire des téléphones, M. Clémenceau a repoussé de son vote à la commission du budget le projet de concession. Ceci dit, pour établir la vérité sans qu'on ne doive tirer aucune conclusion défavorable contre un homme qui, à la vérité, n'est pas français, mais qui a été attaché en qualité de chirurgien à l'armée de la Loire pendant la guerre franco-allemande. Qu'a-t-on à répondre à cela? Rien sans doute, car on n'y a jamais répondu. M. Cornelius Herz, dit-on, a des comptes à rendre à la loi pour des faits de beaucoup postérieurs aux dates que je viens d'indiquer. Eh bien, il les rendra comme tout le monde. Quant à moi, je ne vois pas comment je pourrais être tenu pour responsable d'autre chose que de mes actes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si l'on appliquait de pareils procédés de polémique à d'autres journaux, on ne changerait guère à me parler de M. Cornelius Herz. Croit-on que je ne sache rien des choses de certaines presses? Tournez-vous de grâce, professeur de vertu, et jetez les yeux sur un miroir. Qu'était M. Cornelius Herz au moment où se trouvait non pas mon commanditaire, mais un de mes actionnaires parmi beaucoup d'autres, citoyen américain délégué par le gouvernement des États-Unis au Congrès d'électricité de Paris, ainsi qu'on fait foi à une lettre du secrétaire d'État, M. Blême, publiée dans tous les journaux. Cette situation le mit naturellement en relation avec un très grand nombre de personnes,
du monde savant, du monde financier, de la presse. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance par intermédiaire du directeur d'un des premiers journaux de Paris, à l'occasion même de la publication de la justice, qui succédait à une société d'électricité, un local qu'elle occupe encore aujourd'hui. J'ai dit d'ailleurs que M. Cornelius R. c'était en raison d'affaires avec M. Dallot du Moniteur universel et M. Paps du Journal des débats. J'en pourrais nommer bien d'autres. Le général Richard, que l'avait connu pendant la campagne de 1870, lui servait de témoin dans une affaire avec un rédacteur du Monde.